Les impôts sont nos amis, il faut les payer aussi, à ce qui paraît. Bon, dans cette vidéo, on va voir ensemble comment ne plus payer d'impôts en France, ou en tout cas drastiquement les diminuer. J'en profite, on a créé un guide qui est complètement gratuit, qui reprend les grands axes pour baisser durablement vos impôts et même récupérer des impôts que vous pourriez avoir versés en trop sur 3 à 5 ans. Donc c'est complètement gratuit, c'est mis à jour chaque année avec les mises à jour du projet de loi finance. C'est en description de la vidéo, n'hésitez pas à aller faire un tour pour le télécharger. Bon, les impôts. Bon, c'est compliqué, hein, les impôts en France. Rien que j'en parle, t'as eu un mouvement de recul. Ouais, dès qu'on parle d'impôts, c'est vrai, ça fait plaisir, ça fait jamais plaisir d'en payer. C'est quand même compliqué en France. Je trouve que c'est plus compliqué qu'en Belgique, pour le coup. Le code général des impôts en France, c'est plus de 3800 pages. Ok, donc déjà, ça annonce la couleur. Il y a plus de 400 impôts qui existent en France, et il y en a certains sur lesquels on peut agir. Globalement, il y en a un sur lequel on ne pourra quasiment jamais supprimer, même avec des plans de placement, ça va être les cotisations sociales. Les cotisations sociales, donc c'est la fameuse CSG, CRDS, depuis leur création, il y a à peu près 30 ans, elles ont été multipliées par 15,6. C'est pas un 15%, hein, c'est multiplié par 15,6. Voilà, elles sont là, globalement, à moins de n'être pas imposables, on va y passer. Par contre, la partie impôt sur le revenu, donc les impôts vraiment qu'on vous impose sur votre salaire, sur vos revenus professionnels, là, clairement, on peut agir. Alors, j'en profite, je fais un petit disclaimer. Dans cette vidéo, on va vraiment traiter la partie impôt sur le revenu. Les optimisations pour les entrepreneurs, si vous êtes entrepreneur, ce qu'on va voir va vous concerner. Il y a des choses en plus qu'on va traiter dans une autre vidéo pour pas noyer. On pourrait aussi parler de tout ce qui est la fiscalité immobilière et boursière, c'est encore un autre sujet à part, c'est vraiment pas le but aujourd'hui, on va rester plus au niveau de la partie revenus. Revenus d'activité, ce qu'on Il y a appelle. déjà pas mal de choses à faire qui permettent de baisser justement votre fiscalité. Aujourd'hui, on parle de baisse d'impôts. Tiens, je suis curieux, on parle de baisse d'impôts en Belgique. Quel est le premier sujet auquel on pense? En France, c'est évident. Baisse d'impôts. Comment tu fais quand tu veux baisser tes impôts en Belgique? C'est difficile. Ok. Alors en France, c'est vrai qu'en Belgique c'est plus complexe. En France, quand on veut baisser ses impôts, souvent le premier truc auquel on va penser, ça va être la défiscalisation. Donc, vous savez, les grandes affiches de 4 mètres par 3 dans la rue, investissez dans l'immobilier neuf pour se faire pinelliser. Hein, donc voilà, le Pinel, enfin, il y a les autres, hein, de Normandie, Girardin, toutes ces choses-là. C'est vraiment la première chose à laquelle on pense. C'est ce que nous brandissent sous le nez les banquiers et les conseillers en gestion de patrimoine, parce que leurs commissions sont très élevées. Pour information, vendre un Pinel, c'est 7% de commission en moyenne, donc ça vite 15-20 000 euros, hein, c'est cher un Pinel. Enfin bref, c'est rarement la bonne première étape. Parce que ça vous demande d'investir, on le voit d'ailleurs beaucoup aussi dans les publicités, vous payez au moins 2500 euros d'impôts par an, transformez-les en patrimoine immobilier. C'est le message des pubs, tu vois, c'est très rigolo. Attends, il y a un rapport il n'y a pas longtemps qui est sorti sur la rentabilité réelle des Pinel, Ouais. qui faisait assez mal d'ailleurs quand on voyait un peu la... Alors, il y en a eu plusieurs. Tu as eu un rapport indépendant de PrimeView en automne 19, qui a sérieusement tapé sur le Pinel et les dispositifs précédents. Hein, ça fait plus de 10-15 ans que, début des années 2000, je crois, que l'État favorise l'immobilier neuf. Et il y a également eu un rapport de la Cour des comptes. Celui-là, par contre, il date de 2023, il est très récent, qui précise que l'essentiel des investissements neufs type Pinel, aujourd'hui, n'ont pas été rentables pour les investisseurs, avec une perte moyenne à 16 000 euros par bonhomme. C'est quand même la Cour des comptes qui fait une analyse sur un dispositif d'État. Donc c'est l'État qui s'auto-juge, on pourrait dire, les gars, ils sont partiaux, tu vois, ils ont un parti pris, et donc ils s'auto-jugent pour dire c'est pas rentable. Donc voilà. Alors, il y a des exceptions, là je vois directement tous les conseillers en gestion de patrimoine s'exciter dans les commentaires, on n'a rien à taper. Non, mais à un moment, faut arrêter de déconner. La Cour des comptes le dit, on arrête quoi. D'ailleurs, ça s'arrête fin d'année. Le Pinel s'arrête fin 2024, au moment où on tourne cette vidéo. Bref, aujourd'hui, quand on veut réduire ses impôts, il y a déjà une première étape qui est obligatoire, c'est la déclaration d'impôts. Vous devez absolument optimiser votre déclaration d'impôts et il y a énormément d'axes autour de tout ça.
Bah, le premier axe, c'est déjà au niveau du foyer fiscal. Donc, c'est la composition du ménage, de la famille. Donc, c'est déjà les enfants à charge, votre situation. Si vous êtes marié, pacsé, séparé, il y a déjà pas mal d'optimisation là. Et d'ailleurs, on a eu le cas avec une de nos membres qui avait simplement oublié de cocher la case parents isolés. Ah oui. Et donc, effectivement, je crois que c'était un gain sur une année de 300 euros, enfin, sur 3 années en arrière aussi. Donc, c'était un gain, voilà, plus ou moins 1 200 euros récupérés en quelques minutes, simplement parce qu'elle a oublié de En cochant une case. cocher une case. Pour vous donner un ordre d'idée, aujourd'hui, cette personne était séparée. Elle élevait son enfant seule. Et donc, c'est ce qu'on appelle être parent isolé. Et ça vous donne des parts en plus pour baisser vos impôts. Mais par contre, il faut le déclarer. Ce n'est pas automatique. Alors que c'est complètement con, hein. L'État pourrait très bien dire, sur cette fiche d'impôt, j'ai un parent, il y a un ou plusieurs enfants. A priori, c'est un parent isolé. Non, non, faut le cocher. Bam, une demi-part, les impôts baissent. Et, très important, la loi nous dit en France qu'on peut récupérer des impôts et corriger nos déclarations sur 3 ans en arrière, et sur dérogation, on peut remonter à 5 ans. Et donc, forcément, ça va vite, quoi. Ça va vite, là, en 3 clics, je pense que ça a été ses 10 minutes les plus rentables de sa vie, en 3 clics, 900 balles. Dites-moi, hein, si jamais vous avez 900 balles en 3 clics, vous avez des plans comme ça, je prends. Bah, donc c'est un des axes. Après, il y a effectivement déjà même à partir du moment où les enfants deviennent majeurs, il y a aussi la notion de la pension alimentaire, notamment s'ils ont aux études. En fait, il y a le choix entre les rattacher au foyer fiscal ou de justement déduire la pension alimentaire. Donc rien déjà au niveau du foyer fiscal, il y a déjà pas mal d'optimisations qui sont possibles qui peuvent vous faire récupérer de l'argent. Oui, souvent les parents rattachent l'enfant, alors qu'en réalité, ça vaut pas forcément le coup. Il y a tout un calcul à faire pour comparer deux situations. L'enfant qu'on rattache, on récupère les parts, la demi-part en l'occurrence, et l'enfant qu'on ne rattache pas, mais à qui on va considérer la pension alimentaire qu'on lui verse pour exercer ses études, pour son loyer, pour sa nourriture, pour ses frais courants. Et en fait, ça c'est une comparaison à faire. Les gens, par réflexe, rattachent l'enfant, et en fait, parfois, ça marche pas. Ça, c'est d'ailleurs plus souvent qu'on ne le pense. Ouais, tout à fait. Le deuxième axe, ça va être aussi au niveau des exonérations de revenus. Donc, il y a toute une série, toute une liste d'exonérations. Par exemple, les primes cadeaux que vous pouvez recevoir à la naissance ou à des fêtes, par exemple, de Noël. Les pourboires. Il y a aussi en cas, certaines indemnités en cas de maladie ou accident. Donc, il y a déjà pas mal d'optimisations. Et c'est vrai que souvent, on a tendance on voit des personnes qui ont tendance à les ajouter dans la déclaration, alors que justement, ces revenus ne sont pas taxés. En fait, il existe plusieurs types de revenus en France qui ne sont pas taxés. Il y a ceux dont tu parles, il y en a d'autres. Par exemple, si aujourd'hui vous êtes un étudiant en apprentissage, il y a des exonérations sur les revenus de l'apprentissage, les revenus des jobs étudiants, etc. Il y a également aussi des exonérations qui sont possibles de façon totale ou partielle sur les revenus exceptionnels avec le système de quotient. Ouais. Où en fait, il y a des modes de calcul qui sont pas forcément si évidents, mais en vrai ça se fait, qui disent voilà, attention, telle personne a eu un revenu qualifié d'exceptionnel cette année-là. Alors pour plein de raisons, hein, parce que une prime exceptionnelle dans la boîte, parce qu'on a fait une rupture conventionnelle, enfin un licenciement. Plein de raisons. Il peut y avoir plein de raisons qui font qu'on a un revenu exceptionnel, et du coup ça fait exploser l'impôt. Et en réalité, l'État le considère, ça, avec le système de quotient, et donc ça permet de diminuer l'impôt sur ces revenus exceptionnels. Moi, j'en ai déjà profité par le passé, parce que j'ai déjà fait des ruptures conventionnelles, des choses un petit peu comme ça quand j'étais encore salarié. Bah vite, ça fait économiser 2-3 000 euros d'impôt, ne serait-ce que sur un an. Bah tu prends en fait. Ouais. Juste en remplissant mieux la déclaration. Oui, c'est un système méconnu, c'est un mécanisme qui existe en France, qui est assez puissant justement pour éviter une taxation excessive en cas de situation exceptionnelle. Voilà. Le troisième point, ça va être un peu plus, la France reste quand même, de mon point de vue aussi, le paradis des niches fiscales. Ouais. Et donc effectivement, tout ce qui est les enfants qui sont mis en garde en dehors, les employés de maison, si vous installez des bornes de recharge pour des véhicules électriques au niveau du domicile et même aussi au niveau de la résidence secondaire, si vous avez si vous adaptez aussi votre habitation pour du matériel pour des personnes handicapées, l'accessibilité au logement, donc il y a pas mal de crédit d'impôt, de réduction d'impôt possible dans différents domaines en fait. Oui, et puis il y a aussi les dons aux associations, les dons aux partis politiques qui vont être exonérés de 66 à 75%. Moi par exemple, mes parents, aujourd'hui retraités, ils se disaient merde, on paye pas mal d'impôts, bon ils ont une retraite qui est correcte, c'est ok, et en réalité, ils font partie d'une association de reconstitution historique dans le nord de la France, qui s'appelle les Baladins à Gravelines. Petit instant pub, on s'en fout. et en fait, cette association est reconnue d'utilité publique. Donc tous les frais qu'ils engagent pour participer à l'association, parce qu'ils font des spectacles, des choses comme ça, ce qui est leur passion en fait, et ça passe en déduction. Ça passe en économie d'impôt. Donc en fait, aujourd'hui, ils payent moins d'impôts pour
profiter de leur passion. C'est quand même, c'est pas mal comme équation. Hein. C'est pas mal. c'est pas mal comme équation. Il y a également pas mal de choses qui vont être, on va dire, plus situationnelles. Est-ce qu'on prend en charge un ascendant ou un descendant? Typiquement, on va verser une pension alimentaire à un parent qui a des galères ou des choses comme ça. Ça peut être un parent, un cousin, un frère, bref, voilà. Personne âgée. Exactement. Toutes les exonérations liées au handicap, aux anciens combattants, aux marins qui partent X mois en mer. Il y a des choses autour de tout ça. Alors ça, on va pas rentrer dans le détail, c'est un peu plus, on va dire, niché. Par contre, si jamais vous avez des questions, posez-les en commentaire, on va vraiment vous répondre. Qu'est-ce qu'on a aussi? Après, les frais réels, quoi. C'est aussi un gros bloc, les frais réels, par rapport aux frais forfaitaires. Hein. Alors, les frais réels, c'est quoi? C'est l'État qui dit, voilà, aujourd'hui, les particuliers vont engager des dépenses qu'ils n'auraient pas s'ils n'avaient pas leur emploi. Et donc, c'est normal de leur donner un avantage fiscal, parce qu'aujourd'hui, payer pour travailler, c'est pas entendable. Qu'est-ce que c'est une dépense pour lier à l'emploi? Aujourd'hui, en France, quand tu parles de frais réels, tu vas forcément... La seule chose, en réalité, auquel les gens pensent, c'est les frais kilométriques. Les frais pour aller au travail. On va à son boulot. Si on n'allait pas au boulot, on ne paierait pas l'essence. On ne paierait pas les jours de la bagnole, les jours des pneus et tous ces trucs-là. Mais il n'y a pas que ça, en fait. Il y a le télétravail, il y a aussi certains frais de formation, il me semble, frais d'abonnement. Ouais. En fait, le télétravail, c'est marrant parce que quand on fait du télétravail qui est de plus en plus commun depuis le Covid, c'est extrêmement banalisé, on peut passer du coup un prorata de ses loyers ou des intérêts d'emprunt si on est propriétaire, les frais de notaire quand on déménage, les frais d'agence immobilière, la facture d'eau, d'électricité, la taxe foncière, la taxe d'habitation si on est encore soumis, les assurances habitation, une partie de la rénovation. Qu'est-ce que j'en ai encore plein d'autres? Pour équiper son bureau aussi, on peut passer des chaises, des tables, l'imprimante, le papier, l'encre, les étagères. Les possibilités sont nombreuses quand tu vois ça. Ah ouais, c'est ouf. J'oublie forcément communication, téléphone, internet, voilà. Tiens, les frais de double résidence. Quand je bossais pour une boîte très peu connue qui s'appelle Castorama, dans le nord de la France, j'avais un mec qui bossait de là, qui habitait en Normandie, alors que je bossais sur l'agglomération lilloise. Il s'appelait Philippe, et en fait, il avait un deuxième logement pour bosser au siège de Casto. Et en fait, c'est ce qu'on appelle une double résidence. Et donc, forcément, ça passe au titre des frais réels. Les repas. Alors, formation, très intéressant. Aujourd'hui, quand on se forme dans un but professionnel, ça ne veut pas dire qu'on va réussir à changer d'emploi, mais quand on se forme à but professionnel, les frais de formation passent au titre des frais réels. Alors bien sûr, si aujourd'hui, je sais pas, vous travaillez dans le marketing et que vous faites une formation de golf, il faudrait être capable, s'il est à contrôle, de justifier qu'on a une volonté de reconversion en prof de golf, par exemple. Là, ça passe. Si c'est juste pour le loisir, faut pas déconner. Avocat. Les frais d'avocat dans le cadre d'un procès au prud'homme passent au titre des frais réels. Il faut le savoir. Les frais d'équipement sur certaines tenues de travail, ce genre de choses-là. C'est large, les frais réels. Ouais, mais donc on voit déjà tout ce qui est possible d'optimiser. Et en fait, c'est vrai, c'est un des premiers points, si on parle un peu de la pyramide du patrimoine, de pouvoir aussi avoir l'optimisation fiscale au niveau de ses revenus. C'est la première étape pour dire, tiens, je sais qu'aujourd'hui, effectivement, payer des impôts est inévitable, mais de le payer le moins possible est possible, en fait. Et donc, c'est là où de pouvoir optimiser cette partie-là, voilà, vous allez récupérer un certain montant. Après, voilà, la prochaine étape, ça va être de dire, je vais pouvoir commencer à investir. Comment je vais pouvoir commencer à investir, augmenter mes revenus sans forcément augmenter fortement ma fiscalité. Ouais. En fait, optimiser sa fiche d'impôt, aujourd'hui, ça coûte 0, en fait. Ça vous prend juste un petit peu de temps. C'est pas grand-chose. Globalement, ça se fait en 1 heure, 2 heures, quand on a un petit peu l'habitude, une demi-journée, si on n'a pas trop l'habitude de ça. Nous, ce qu'on a observé, c'est que, de notre éclairage, en moyenne, quelqu'un qui va gagner 2 000 € par mois va économiser, en optimisant sa fiche d'impôt, 500, 600 € d'impôt à l'année. Sur une année, ouais. Par an. Et en plus, c'est rétroactif. Donc, parce que quand on se rend compte qu'on a fait des conneries, ben en fait, on le rend rétroactif, on dit « Oula, administration fiscale, désolé les gars, j'ai fait des erreurs, voici mes mises à jour ». Et qu'est-ce que fait le fisc? Il regarde, vous savez, en face de vous, au fisc, c'est des gens comme vous et moi. Donc, ils regardent, ils disent « Ah bah oui, cette personne s'est trompée, ok, très bien, bah on valide la correction, on vous fait un virement, en un mois, vous récupérez le pognon que vous avez versé en trop. » Et pour ça, vous n'avez pas eu besoin
d'investir 1 euro dans n'importe quel plan d'investissement, efficace ou pas, c'est pas le sujet. Vous n'avez pas eu besoin d'investir. Ça vaut le coup quand même. Et là, tu viens de parler des cas les plus généraux. Après, il y a aussi des cas spécifiques. Donc, comme on l'a dit au début, c'est quand vous avez une situation spécifique liée à un bonus, un licenciement, un événement qui se passe. Ben là, il y a encore des optimisations. Enfin, vous pouvez récupérer des montants parfois supérieurs à 4-5 000 euros. Ah bah moi, je l'ai fait sur mes déménagements. Ouais. Typiquement, j'ai pas mal déménagé dans ma vie pour des raisons pro, et donc forcément, tous les frais liés au déménagement, je les passe aux frais réels. Puis c'est comme ça qu'on va économiser 1500, 2000 balles sur une année. Et ça, c'est un gain qui est ponctuel, on le prend. En plus des gains récurrents, quoi. Une fois qu'on a fait la fiche d'impôt, et que les impôts ont baissé, il y en a encore. Il y a globalement 2 solutions. La solution qu'on n'aime pas, et la solution qu'on aime bien. La solution qu'on n'aime pas, c'est globalement, on en a un petit peu parlé en début de vidéo, la défiscalisation. Beaucoup de pièges, hein. En fait, fondamentalement, pourquoi est-ce qu'on n'aime pas la défisc? C'est que quand on investit pour défiscaliser, on a tendance à oublier le fondamental de l'investissement pour une carotte fiscale. Or, quand on investit, le fondamental, c'est d'avoir un investissement qui est bon. Typiquement, quand on fait de l'immobilier de défiscalisation, le fondamental de l'immobilier, c'est pas l'impôt. Le fondamental de l'immobilier, c'est le prix d'achat au mètre carré. Donc si jamais vous achetez trop cher votre mètre carré, et bien au final, ok, vous allez économiser de l'impôt, mais au final, il va se passer comme ce que la Cour des comptes a flagué, en disant, bah ok, vous avez économisé de l'impôt, mais quand vient le moment de revendre l'investissement, parce que c'est toujours revendu, en général au bout de 9 ans, bon, en fait, vous faites une moins-value colossale. En fait, il ne fallait pas investir. C'est le fameux moins 16 000 euros qu'on a vu tout à l'heure. Donc, la défiscalisation, c'est vrai qu'on n'aime pas, parce que on trouve que c'est généralement oublier le fondamental d'un investissement. Je vais prendre un exemple très imagé, tu me connais avec la cerise sur le gâteau, il borde de rire d'avance. C'est que je prends souvent un exemple de pâtisserie. Imaginez un gâteau. L'investissement, c'est le gâteau. Ok ? Si le gâteau est dégueulasse, c'est pas parce qu'il y aura une jolie cerise dessus de défiscalisation que le gâteau va devenir bon. Le gâteau reste dégueulasse, même si la cerise elle est belle, tu vois. Bah c'est un peu pareil. C'est pour ça que la défisc, c'est pas trop notre truc. Ce qu'on va préférer, par contre, excuse-moi, c'est vraiment la partie croissance du patrimoine à fiscalité maîtrisée. Oui, tout à fait. Et là, en fonction de l'immobilier ou les marchés financiers, il y a vraiment 2 différences. Dans l'immobilier, il y a tout le montage LCI Holding qui est assez intéressant. Mais de nouveau, il n'y a pas un montage qui convient à tout le monde. C'est de là se poser la question, quelle est votre situation, quels sont vos projets, et de voir quelles sont les bonnes solutions fiscales, quelles sont les bonnes enveloppes fiscales à utiliser. Si on va sur les marchés financiers, donc la stratégie d'investissement typiquement du portefeuille permanent qui consiste à mettre de l'argent tous les mois, de l'investir de façon passivement sans prendre trop de risques, ça c'est la stratégie. Après, il y a l'enveloppe fiscale de l'assurance vie, du compte titre, du PEA, du PER, etc. C'est de choisir quelle est la meilleure enveloppe fiscale qui va correspondre à mes objectifs. Typiquement, nous, c'est vrai qu'au niveau de l'investissement passif, l'assurance vie, c'est un support qu'on trouve assez intéressant, même si elle a cette image assez vieillissante. Ah, c'est vu comme un truc de vieux poussiéreux. Hein. Oui, et pourtant, c'est une enveloppe fiscale qui est particulièrement intéressante au niveau fiscalité sur ce type d'investissement-là. Donc, c'est de comprendre qu'est-ce qui est possible. Bien sûr, comme on l'a dit au départ, c'est payer l'impôt est un moment inévitable, mais vous pouvez le baisser en faisant les bons choix, les bonnes enveloppes. En fait, quand on commence à avoir fait les bonnes optimisations, la question se pose de, voilà, je paye de l'impôt sur mes revenus, comment est-ce que je fais croître mes revenus sans que l'impôt grandisse de la même façon pour baisser mon taux global? Je vais vous donner un exemple avec des chiffres simples. C'est volontairement caricatural. Imaginez aujourd'hui, vous gagnez 50 000 euros, vous payez 10 000 euros d'impôts. Ça veut dire que vous êtes imposé en moyenne à 20%. Demain, vos revenus changent, vous gagnez non plus 50 mais 100 000 euros, et vous payez 15 000 euros d'impôts. Vos impôts ont monté, mais votre 15 000 euros d'impôts sur 100 000 euros de revenus, votre taux moyen d'imposition est passé de 20 à 15%. Donc en proportion, vos impôts ont baissé, votre pouvoir d'achat a monté. Et effectivement, c'est ça qu'on aime bien, nous, dans la logique d'investissement, parce que là, c'est vraiment une logique de croissance du patrimoine, de gagner plus d'argent. On va payer un peu plus d'impôts, mais en proportion toujours moins, parce qu'on a eu une logique fiscale intéressante. Tu parles beaucoup de l'assurance vie, c'est vrai que moi, mon portefeuille permanent est en assurance vie. Toi non, parce que tu es en Belgique, du coup c'est adapté à ta situation, moi je l'ai adapté à la mienne. Bon, c'est sûr que lorsque j'ai parlé de l'assurance vie à Lisa, la personne que vous ne voyez pas, mais qui est derrière la caméra, qui est notre stagiaire, bon, elle a dit, c'est le truc que font mes parents, quoi. C'est le truc de vieux. Ouais, sauf que c'est une image un peu poussiéreuse.
fiscalement parlant, c'est optimisé. Et il y en a d'autres, des niches fiscales, tu as mentionné les holdings, les SCI, pour ceux qui sont en société. Donc globalement, c'est une logique d'encapsuler la fiscalité. Mais on peut aussi le faire en nom propre. On veut faire de l'immobilier, le LMNP, c'est intéressant. La SCI, c'est vrai que c'est intéressant, c'est un truc un peu bâtard, la SCI, entre le perso et le pro, mais ça marche. On a le PEA, le compte titre, l'assurance vie, le PER, qui peuvent prendre du sens. Et tout ça, ça permet de investir, de faire croître son patrimoine avec une fiscalité maîtrisée et au final de gagner plus d'argent en payant en proportion un taux d'imposition moyen qui est plus bas. C'est assez vaste comme sujet, j'espère qu'on vous a pas trop perdu. Il y a peut-être une dernière croyance ou dernière chose que j'ai remarqué sur le marché français aussi, c'est que on voit certaines personnes qui ont peur d'investir. Si j'investis, je vais me faire défoncer par les impôts. Ah, c'est toujours progressif. Ouais. Non, mais c'est toujours progressif. C'est-à-dire que si jamais tu gagnes 100, en plus, tu vas jamais payer 100 mais sauf que le problème, c'est qu'aujourd'hui, ça empêche des personnes à investir. Parce qu'ils pensent qu'ils vont se faire défoncer, donc ça vaut pas la peine d'investir. En fait, non, c'est une croyance limitante. C'est vraiment une connerie. Ok, effectivement, il y aura de l'impôt, comme tu l'as mentionné l'exemple. Effectivement, moi, je préfère gagner 100 000 euros et payer toujours 15 000 euros que rester à zéro et ne payer pas d'impôt, en fait. Voilà. Donc oui, l'impôt est inévitable. Maintenant, c'est à vous de faire votre travail. Et ce rôle de cette vidéo et aussi les autres que vous pouvez voir sur la chaîne YouTube sont justement là pour vous éduquer sur ce qui est possible de faire. Donc sur la partie impôt, j'insiste, on a créé un guide qui est régulièrement mis à jour à chaque loi finance, donc il est disponible dans les commentaires. Téléchargez-le, si jamais vous avez des questions sur votre situation perso, n'hésitez pas à nous envoyer un petit mail, on vous répondra avec le peu d'infos que vous nous enverrez, ou à poser des questions en commentaire en fait. Et ça, pareil, on y répond. Quoi qu'il en soit, si vous voulez vous aussi investir, réduire vos impôts, on publie des contenus toutes les semaines sur Instagram, sur YouTube. Et par email. Par email aussi, dans la newsletter évidemment. Donc abonnez-vous, et puis on vous dit à bientôt. Bientôt. Allez, ciao.